Les députés de l'opposition ont tenu un point de presse. Décrypter la requête des députés de la majorité qui a saisi la Cour constitutionnelle. Rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Niger et du Nigeria. Objectif créer une synergie d'action entre les deux pays. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Prévu pour reprendre ce jour, la plénière ne s'est pas tenue. Saisie par un groupe de députés de la majorité, la Cour constitutionnelle n'a pas donné son avis à la requête des signataires. Une requête qui a été décryptée ce matin par les députés de l'opposition lors d'un point de presse. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Halidou Bourema. Les députés de l'opposition ne fléchissent pas face à leurs collègues de la majorité qui rejettent la candidature de Falke Bachorou à la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. La persistance de la situation à ce niveau a amené les députés de la majorité, au total 17, à saisir la Cour constitutionnelle le 23 avril dernier à travers une requête aux fins d'application de la Constitution, notamment l'article 89, alinéa 1 et 2, qui stipule que l'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un bureau. La composition du bureau doit refléter la configuration de l'Assemblée nationale. Une requête de la majorité critiquée dans le fond par l'opposition parlementaire. Lorsque vous regardez la liste des signataires, sur les 17 signataires de la requête, il n'y a que 3 qui prétendent être à l'opposition. Tous les autres sont des députés de la majorité. Il faut donc se poser la question de savoir quels sont les mobiles pour lesquels effectivement ce ne sont pas eux-mêmes qui introduisent la requête, c'est beaucoup plus les gens de la majorité qui introduisent cette requête. Le deuxième aspect, lorsque vous lisez la requête dans son contenu de bout en bout, c'est une requête cousue de contre-vérité, de faits inexacts. C'est un mélange de jugements de valeur et d'un droit très étriqué. Nous pensons que c'est de la part des honorables députés moralement indécent et que c'est politiquement incorrect et c'est juridiquement indéfendable. Ce que nous avons ici, c'est un tract qu'ils ont adressé à une noble institution. Nous pensons que cela n'est pas correct et que la Cour mérite un certain nombre d'égards et qu'il ne s'y ait pas des députés d'écrire un document comme ça et de l'envoyer à une telle institution. Ils ont développé un argumentaire plus ou moins en 2 points. Ils commencent par dire que la crise aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale est une création du président de l'Assemblée nationale. Je pense que l'opinion nationale et internationale suit ce qui est en train de se passer au niveau de l'Assemblée nationale depuis le 17 avril. C'est inexact. Tout le monde le sait. Mieux, le président de l'Assemblée nationale, pour éviter que nous ne tombions dans cette crise, a même tenu une réunion préparatoire du renouvellement du bureau. Dans sa critique, l'opposition conclut en disant que la requête de la majorité ne tient pas à une analyse juridique. Les dispositions de notre règlement intérieur sont claires. Ils disent qu'il faut que le bureau soit installé d'abord. Après l'installation, le bureau doit être notifié au président de la République, à la présidente de la Cour constitutionnelle et au Premier ministre. À l'heure où nous sommes en train de parler, sur les 13 membres que doivent constituer le bureau, on n'en a que 11. C'est un morceau de bureau que vous voulez que le président de l'Assemblée présente au président de la République, ou à la Cour constitutionnelle, ou au PM. Il faut que les gens soient sérieux. Cette question du bureau de l'Assemblée, pour nous, elle est réglée. Il y a un arrêt qui consacre cela. Il faut que les gens respectent la loi. Donc, lorsque vous parcourez la requête, sur la question même de sa recevabilité, nous estimons que
c'est un document cousu de contre-vérité à la rigueur de l'analyse juridique. Il n'y a aucun droit qui est avancé, c'est de la spéculation tout azimut qui est développée dans cette requête. Nous pensons que la question, en tout cas véritablement, de l'application ou de l'article 89, elle est réglée. Depuis le 17 avril dernier, la tension est vive entre l'opposition et la majorité parlementaire. 12 jours que les travaux sont aux arrêts à l'hémicycle. Dans ces querelles politiques à l'Assemblée nationale, ce n'est ni la majorité ni l'opposition qui perd, mais plutôt le Niger. C'est pourquoi les deux camps doivent obtempérer dans l'intérêt de tous. Ouverture ce matin au palais de congrès de Niamey d'une rencontre bilatérale entre les administrations des douanes du Niger et du Nigeria. Rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets qui ont un trait au renforcement des liens économiques entre les deux pays seront débattus. Le compte-rendu de Youssouf Omar et Sadou Demi. C'est la première fois que la Direction générale de douane du Niger et celle du Nigeria se réunissent dans un cadre bilatéral pour examiner la faisabilité d'une feuille de route dont la mise en œuvre permettra d'élaborer, de discuter, soumettre aux autorités nigérianes et nigériennes des instruments juridiques appropriés pour un bon partenariat entre les deux pays. Cette première rencontre, en effet, constituera le point de départ d'une coopération juridiquement encadrée, harmonieuse et bénéfique pour nos deux pays. Je citerai par exemple un projet de protocole d'accord en matière d'assistance administrative mutuelle, un projet de protocole d'accord en matière de transit. Nous pourrions également élaborer un cadre plus technique et plus opérationnel pour échanger les expériences et les meilleures pratiques entre nos deux administrations. Le Nigeria et le Niger partagent une frontière de 1500 km. Faut-il alors conjuguer les efforts pour sécuriser cette frontière? Personnellement, je dirais que ce genre de réunion aurait pu se tenir depuis longtemps. En effet, dans la ligne droite de nos gouvernements, qui très tôt ont perçu, au regard des liens séculaires, historiques et de fraternité qui unissent nos peuples, la nécessité de créer la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, qui constitue une expérience unique en son genre, dans ses missions et son fonctionnement pour mutualiser les efforts de développement de nos deux pays, les administrations des douanes de nos deux pays auraient pu se doter très rapidement d'un cadre de concertation périodique. Messieurs les directeurs généraux, malgré ce constat, nous saluons cette première initiative qui permettra sans nul doute à vos deux administrations d'accomplir leur mission de facilitation des échanges commerciaux, de protection de la chaîne logistique, de la lutte contre les risques émergents, contre la criminalité transfrontalière et le trafic illicite des drogues et autres stupéfiants. Messieurs les directeurs généraux, les administrations des douanes sont également des acteurs sur lesquels s'exercent toujours des pressions pour faciliter le commerce, et ces pressions sont encore plus fortes dans le cadre d'une communauté d'intégration économique comme la CEDEAO. Ce rappel me semble indispensable pour vous exhorter à prendre toutes les dispositions afin de mettre en œuvre tous les instruments régionaux en matière de facilitation des échanges, mais également de trouver des modes opératoires pour fluidifier davantage les échanges entre nos deux pays qui partagent plus de 1500 km de frontières. Abdoulaye Diko Inde, directeur général des douanes Nigeria, et Mamadou Madi, directeur général douane Niger, sont plus que jamais déterminés à atteindre leurs objectifs, en témoigne l'ouverture de ces travaux. Et puis, juste après la fin des travaux de la rencontre bilatérale, les deux directeurs généraux des douanes du Niger et du Nigeria ont signé un protocole d'accord. Et par la suite, un communiqué final a été lu par le colonel Salou Adamou et les participants aux travaux. Une rencontre bilatérale a réuni le mardi 29 avril 2014 au palais de congrès de Niamey les délégations de la Direction générale des douanes du Nigeria et de la Direction générale des douanes du Niger, sous la présidence conjointe des deux directeurs généraux des douanes, M. Abdoulaye Diko Inde et Mahamadou Madi Meyaki, et en présence de son Excellence Aliou Issa Sokoto, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Niger.
La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par M. Gilles Bayé, ministre des Finances du Niger, qui, dans son allocution, a souhaité la bienvenue au directeur général des douanes du Nigeria et à sa délégation, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du gouvernement et en son nom propre. Le ministre a vivement encouragé les deux administrations à œuvrer dans le sens du développement d'une coopération mutuellement profitable aux deux pays et dans un esprit respectueux des dispositions communautaires d'intégration régionale afin de répondre à l'attente des présidents Goodluck Ebele Jonathan et Issoufou Mamadou. Auparavant, le directeur général des douanes du Niger a souhaité une cordiale et fraternelle bienvenue au Niger à son homologue du Nigeria et aux membres de la délégation qui l'accompagne. Il a tenu à adresser des félicitations chaleureuses pour les progrès enregistrés par l'administration des douanes du Nigeria en matière de modernisation, de renforcement des capacités et de reconquête de sa souveraineté par la réappropriation de ses missions qui étaient externalisées au profit des sociétés de surveillance depuis le milieu des années 70. Les travaux entre les deux délégations se sont déroulés dans un climat de parfaite entente et de compréhension mutuelle. Ils ont abouti à l'adoption d'un mémorandum d'accord sur une feuille de route prévoyant l'élaboration à brève échéance d'un accord d'assistance administrative mutuelle sur la base des modèles universels conçus sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes. Les deux délégations ont également convenu de se donner les moyens de définir tout aussi rapidement les bases d'une coopération en matière de transit des marchandises, d'échange d'informations et de renforcement de capacités. Elles ont enfin pris la résolution de favoriser la multiplication des rencontres bilatérales au niveau national et local en vue d'intensifier les relations entre les fonctionnaires des deux administrations qui sont un gage d'amélioration des performances attendues par les plus hautes autorités des deux pays. Fait à Niamey le 29 avril 2014. Et veuillez nous excuser pour ce problème technique. Le palais de congrès de Niamey abrite depuis ce matin la revue annuelle conjointe État et partenaires sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS au titre de l'année 2013. Objectif, relancer un dialogue constructif entre les acteurs de l'exécution du PDS. Le compte rendu de Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Annuelle conjointe entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers sur la mise en œuvre du plan de développement économique et social PDS vise à relancer un dialogue constructif entre les différents acteurs de l'exécution du PDS afin d'échanger sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les ajustements à apporter afin de renforcer les conditions de mise en œuvre du PDS. Occasion pour le président du comité des partenaires techniques et financiers au Niger de revenir sur le bilan de l'année 2013 et les défis à relever. Il ressort du bilan de l'année 2013 qui est soumis à notre appréciation que les efforts fournis ont permis d'enregistrer des avancées au niveau de certains indicateurs économiques et sociaux, même si plusieurs d'entre eux, comme le taux de croissance, 3,6% en 2013 contre 11,1% en 2012, restent dépendants de facteurs exogènes et des industries extractives. Toutefois, d'importants défis sur lesquels nous mettrons l'accent restent à relever ensemble. Ainsi, nous convenons que les financements du plan prioritaire d'investissement ne constituent plus la contrainte majeure. Mais le problème essentiel reste assurément la capacité des différents acteurs, en particulier du gouvernement, à améliorer l'absorption des crédits et à favoriser l'accès à des services aux populations en quantité et en qualité. Dans son mot d'ouverture, le ministre d'État, ministre du Plan, a rappelé les activités prévues pour la présente rencontre. La présente rencontre nous donne l'agréable opportunité d'un dialogue ouvert, franc, direct, autour de ses principales préoccupations qui s'articulent en particulier autour de la problématique de la consommation des crédits d'investissement, la coordination de l'aide publique au développement,
le renforcement des capacités des administrations, la territorialisation du PDS à travers les plans de développement régionaux. Pour le Niger, cette rencontre revêt un caractère primordial. En témoigne le niveau de participation du gouvernement à ce dialogue, que nous voulons le plus constructif possible, sans sujet tabou, et qui, je le souhaite, débouchera sur des solutions idoines en vue de l'amélioration des conditions de mise en œuvre du PDS. Et c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la rencontre de dialogue politique entre le gouvernement et ses partenaires. Espérons que cette rencontre de dialogue politique viendra renforcer les conditions économiques et sociales des populations nigériennes. Les élèves des établissements publics de Niamey boycottent les cours depuis ce matin à l'appel de la section lycée-collège pour soutenir leurs camarades détenus à la police judiciaire. Au lycée Issa Korombe, le plus touché par ces arrestations, la tension était vive en début de journée. Le reportage est signé Souleymane Mouni Barma et Aboubakar Souley. La section lycéenne et collégienne de la région de Niamey est en colère, très en colère contre les autorités suite à l'arrestation de 4 de leurs camarades pour avoir dirigé la violente manifestation des élèves du lycée Issa Korombe la semaine dernière. En ce mardi 29 et mercredi 30 avril, les cours sont suspendus au niveau du secondaire de la région de Niamey pour exiger la libération des camarades arrêtés. C'est une suspension des activités académiques de toutes les écoles de la région de Niamey. Aujourd'hui et demain, nous ne serons pas en classe jusqu'à ce que nos camarades soient libérés. On a approché les autorités dès le moment où nous avons vu en tant que sujet de la section, j'ai eu les convocations. J'ai informé toutes les autorités qu'il ne faut pas que ces camarades soient arrêtés. Parce qu'en cherchant à résoudre un problème, il ne faudrait pas qu'on crée un autre problème. Je les ai informés. Et jusque-là, hier, ils ont commencé à les prendre. Ce matin, ils ont pris. Donc il y a 4 actuellement à la PJ. Donc je souhaiterais à ce qu'ils soient libérés d'ici la soirée. Nous avons pris aussi 2 agents secrets ici au lycée Issa Korombe. Ils étaient venus avec des sacs. On les a pris, ils se sont portés, ils ont porté la tenue comme étant des élèves. Ils sont actuellement avec nous au niveau du proviseur. Nous allons créer des conditions pour que ces camarades soient libérés. Les perturbations connues cette année au niveau des établissements scolaires publics menacent l'exécution effective du programme scolaire. Si aucune mesure n'est prise, cela pourrait se répercuter non seulement sur les résultats des examens de fin d'année, mais aussi sur les niveaux d'instruction des élèves. Généralement, après 40 ans, l'être humain est confronté à un problème de vision qui souvent exige l'utilisation des verres correcteurs pour corriger ce problème. Malheureusement, la plupart des personnes qui sont contraintes de porter ces verres correcteurs ne se rendent pas dans les centres optiques pour s'en procurer. Elles préfèrent ceux de marché qui ne sont pas sans conséquences. Suivez ce reportage. Consultation ophtalmologique et une prescription médicale. Les verres correcteurs sont aujourd'hui vendus dans les marchés où ce sont des non-professionnels à la matière qui servent les malades qui se présentent à eux. C'est un phénomène qu'on est en train de remarquer sur le marché. Il y a beaucoup de verres correcteurs. Mais nous disons attention à ces gens. Parce que je pense que les yeux représentent un organe très capital au niveau de l'être humain. Sans les yeux, c'est presque des gens qui sont appelés comme des morts vivants. Le choix du type de verre correcteur s'effectue en fonction du problème de vue et ces verres sont vendus dans des centres spécialisés sur présentation d'une ordonnance délivrée par un ophtalmologue. Je pense que la moindre des choses, quand on a un défaut de vision, c'est de venir à l'hôpital d'abord, faire la consultation. À l'issue de la prescription du spécialiste, vous partez dans les centres spécialisés pour payer vos lunettes. L'inconvénient des verres du marché, souvent c'est vrai, vous pouvez tomber sur la correction que le prescripteur a déjà fait. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui ont des défauts de lecture, par exemple. Généralement, c'est eux qui se présentent dans les marchés pour prendre leurs lunettes à 1000 francs, à 2000, à 3000. Là n'est pas le danger. Le prescripteur vous met plus 1. Vous partez au marché, vous prenez plus 3. Alors que sur l'étiquette des verres que vous avez acheté sur le marché, c'est bien mentionné plus 1. Et celui qui vend au marché n'est pas un spécialiste, ça c'est un. Et il n'a pas les appareils adéquats pour vérifier réellement si cette prescription-là convient à ce que le prescripteur lui-même, en tant que spécialiste, a prescrit.
L'utilisation des verres correcteurs qui ne sont pas adaptés à l'anomalie visuelle d'une personne peut lui créer d'autres problèmes visuels ou accélérer la dégradation des yeux. Le Niger est classé 2e sur le continent par le baromètre 2013 des sociétés civiles. Un baromètre réalisé par des institutions internationales relativement à la détermination des acteurs de la société civile dans la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts du peuple. Précision avec Michel Dich. La société civile de l'Afrique honorée par le baromètre des sociétés civiles. Ainsi, le baromètre 2013 des sociétés civiles réalisé conjointement par l'Institut des relations internationales IRIS et l'ONG catholique CCFD Terre Solidaire positionne l'Afrique en tête du classement. Le Sénégal occupe la tête du peloton avec son mouvement Y en a marre qui s'est battu contre vent et marée pour faire échec à la tentative de passage en force pour un autre mandat du président Abdoulaye Wade en 2010. Le Niger est classé en 2e position. Une distinction rendue possible grâce au combat des structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger. Des organisations de la société civile plus déterminées et plus engagées dans la lutte contre Areva, notamment dans la négociation entre le Niger et le géant du nucléaire français sur la révision du contrat minier. Depuis l'expiration du contrat minier et le début des négociations, plusieurs structures de la société civile nigérienne multiplient les initiatives. Déclarations, débats, marches et meetings pour dire non à Areva. C'est ce ferme engagement qui a valu au Niger, à travers la société civile active dans le domaine des industries extractives, d'être honorée. À ce moment, quand il y a les négociations entre Areva et le Niger, et quand Areva dit que carrément la loi 2006 que le peuple nigérien s'est souverainement doté, que c'est trop pour eux, qu'on ne devrait pas leur appliquer cette loi, qui est une loi nationale qui a été votée et promulguée depuis 2006, qui était même en deçà de nos attentes, de l'attente de la société civile en ce moment. Et en 2014, Areva revient pour dire que c'est trop pour eux. Donc vous avez maintenant, avec le retard, la coalition aussi, le collectif des organisations, la première marche était une marche du ROTAP, carrément du ROTAP, mais après, il y a eu un collectif de 53 organisations derrière le ROTAP pour les activités après. Et le collectif là, jusqu'à présent, il existe. Et on va continuer à travailler dans ce sens pour qu'on respecte au moins nos textes. Cette distinction vient ainsi réconforter les organisations de la société civile nigérienne dans leur noble combat. Nous, ça nous encourage dans notre travail que nous avons en train de faire. Mais de l'autre côté aussi, c'est triste parce que s'il n'y a pas eu ces problèmes, s'il n'y a pas vraiment eu, si les autorités jouent pleinement leur rôle, si les gouvernants jouent pleinement leur rôle, peut-être qu'il n'y aura pas cette émergence de la société civile. Dans le top 10 du baromètre 2013 des sociétés civiles, on retrouve également la RDC, le Burundi et le Mali. D'autres pays figurent sur la liste à travers leur mouvement Barakat et Marche pour la dignité en Algérie, Appel de Rabat et Ne touche pas à ma nationalité en Mauritanie, entre autres. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.